Un studio d'enregistrement, une journée d'hiver à Saint-Étienne et une discussion autour des expériences passées de la schizophrénie par des personnes en rétablissement. Le micro est ouvert. Comment vous réagissez à la manière dont on vous nomme, malaise ou pas, et quand est-ce que et avec qui vous dévoilez votre passé de schizophrène? Moi, j'avoue que la schizophrénie, comme elle fait partie de ma vie depuis déjà quelques années et que j'en suis indissociable à la fois en termes de présence des troubles et aussi du fait que j'ai appris à vivre avec. Et du coup, j'avoue que en discutant ce matin avec les autres, je disais que moi, le dévoilement, c'est quelque chose que je fais très facilement pour faire le tri, en fait. Si je vois que la personne en face de moi est plutôt curieuse, qu'elle essaye de comprendre et qu'elle n'est pas dans les préjugés qu'on peut entendre un peu partout au niveau de la schizophrénie, bah cette personne-là, je me dis ok, une relation peut débuter, qu'elle soit amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, ou même collègue de travail. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas ou qui manifestent du rejet ou de la peur, je me dis bah tant pis pour eux, moi j'ai d'autres personnes avec qui vivre des choses. Et je connais heureusement aujourd'hui des personnes qui acceptent ma schizophrénie comme étant une partie infime de ma vie. Et que ma vie, ça se résume pas qu'à la schizophrénie et à la maladie, ça se résume aussi aux loisirs qu'on peut avoir, les connexions, les débats un peu politiques par exemple, ou des débats d'idées quoi. Moi, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tous les deux, par rapport à ce qui est du dévoilé, j'ai mis longtemps à en parler parce que je savais pas vraiment ce que c'était aussi. Je pense qu'à partir du moment où on m'a expliqué ce que c'était, j'ai pu un peu plus mettre des mots dessus, faire des liens et en parler. Ouais, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des approches un peu scientifiques pour en parler plus librement, notamment avec les théories qui parlent un peu des tout ce qui est neurotransmetteurs qui sont déréglés. Je trouve que c'était un bon moyen de vulgariser et d'en parler aux gens sans que ce soit trop nébuleux ou trop rattaché à la notion de psychiatrie qui faisait peur à mon entourage. Et puis c'est clair que ça fait le tri aussi. Il y a le premier passage à l'HP et puis il y a la suite. Et dans ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais d'autres qui sont arrivées aussi. Et je pense par contre qu'il y a un côté un peu... je trouve qu'il y a un intérêt à pouvoir le dire et le dire de plus en plus et assez ouvertement, parce que ça permet à d'autres des fois de pouvoir le dire aussi. Et je pense que le fait de pas pouvoir en parler, chez moi en tout cas, ça a été quelque chose de très difficile en fait. De pouvoir en parler un peu, ça m'a permis aussi d'alléger un peu les mots quoi. Alors, je vais essayer de rebondir aussi. Justement, longtemps sur mon ancien téléphone, j'avais un petit mot qui était justement prendre conscience de l'impact des mots. Et ce mot schizophrénie, en fait, il est apparu dans l'histoire de la définition des souffrances et des phénomènes en 1910. Je crois que c'est le Bleuler qui l'a inventé. Et ces expériences-là, elles sont depuis la nuit des temps, d'entente de voix, de perception de phénomènes, souvent des fois liées à des souffrances qui peuvent être très difficiles et où on est inaccessible à soi et aux autres. Et personnellement, ce mot, schizophrénie, en plus, moi, il m'a effleuré, on m'a pas vraiment figé dans cette étiquette-là en psychiatrie, même si je me sens très proche de beaucoup de personnes qui ont cette étiquette et qui la gardent très longtemps. Et moi, quand on m'a d'abord diagnostiqué effectivement atteint de schizophrénie, je savais pas ce que ça voulait dire. J'en avais du coup rien à foutre. C'est surtout l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là qui m'a beaucoup marquée et qui a eu beaucoup de sens pour moi, qui a été aussi terrifiante parce que entendre les autres parler dans sa tête, voir des choses et être seul à les voir, sentir des présences qu'on est seul à sentir et une énergie qui nous déborde, ça fait bizarre. On ne sait pas quoi en faire. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'aller à l'hôpital. Voilà. Et le dévoilement,
ça a été d'abord le dévoilement de ces expériences-là que j'ai fait, sans mettre ce mot-là forcément dessus. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été reçu de manière égale. Il y en a, oui, qui trouvaient que c'était extraordinaire, c'était un espèce de don, de truc bizarre. Il y en a, ça faisait très peur. Il y en a, ils disaient rien, mais ils en pensaient pas moins. Puis les proches, premiers concernés, les parents, ils étaient terrifiés. Surtout que ça voulait dire quand même beaucoup de choses de sentir ça. Ça voulait dire que on m'a donné des neuroleptiques pour éteindre ces expériences et que je reprenne pied. Il a fallu s'adapter. J'ai abandonné certaines activités d'un temps puisque je pouvais pas tout faire. Donc le dévoilement et les expériences que chacun a, ou moi en tout cas celles que j'ai eues, qui ont été révélées à la psychiatrie à 16 ans, c'est compliqué de dire à qui on en parle, quand on en parle, et surtout qu'est-ce qu'on dit, parce que les mots, et c'est tout l'important, je trouve, de cette étude, c'est de trouver ces mots, et ces mots, ils évoluent avec le temps, pour définir quelque chose qui finalement est très difficilement partageable, parce que c'est une expérience unique, et parmi d'autres expériences uniques. Alors moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Camille, moi j'ai mis longtemps à accepter ma schizophrénie. Pour moi, ce qui s'était passé, l'épisode schizophrénique, c'était juste un délire passager et que j'étais pas malade. Et finalement, j'ai réussi à accepter que voilà, j'étais schizophrène. Et aujourd'hui, je l'ai dit surtout à ma famille et à mes plus proches amis, mais c'est tout. Après, c'est vrai que j'en parle pas trop ouvertement parce que j'ose pas par rapport au regard des autres. Et quand tu en parles à d'autres, est-ce que tu sens qu'il y a un partage qui se fait, que vous atteignez un autre niveau de relation, ou des fois ça fait fuir? Comment ça se passe? Moi, disons que comme j'ai pas mal de membres de ma famille et de mes amis qui ont vécu aussi les mêmes choses, disons que ça nous rapproche, ça nous donne des liens en commun. Donc du coup, ça effraie pas les personnes telles que ma famille ou mes plus proches amis. Et après, pour les autres, du coup, j'ai pas... disons que je leur ai pas dit, donc je pourrais pas répondre à cette question sur les autres personnes à part mes proches et ma famille. Alors moi, je me souviens d'une fois d'une première expérience d'hospitalisation où ça avait duré 1 mois et demi. Et quand je suis ressorti, c'était plus... je m'étais auto-stigmatisé parce que voilà, le regard des autres, je pensais stigmatisant, je pensais jugeant, j'avais tout un tas de questionnements dans ma tête qui ressortaient. Et puis finalement, j'ai fini dans une dépression longue de 6 mois, une agoraphobie, on peut dire fulgurante, qui m'a plaqué à la maison entre 4 murs, sortir de 4 murs pour se retrouver de nouveau entre 4 murs. Je pouvais pas le cacher, tout le monde était au courant, c'était un petit quartier, tous savaient. Donc après 6 mois de longue réflexion, je me suis dit tiens, il faut quand même que je vive un jour. Et oui, en parler, moi c'est plus un souci. J'ai fait avec la paix avec moi-même, avec la paix avec la psychiatrie, paix avec ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, je dirais même que j'ai presque envie d'en faire un copyright, la schizophrénie, franchement. Parce qu'en ce moment, c'est à la mode, donc why not, je veux dire, après la difficulté et la facilité. Peut-être lancer une marque. Une marque de frein de vélo. Alors. Schizophrène. T-shirt, je sais pas, des caleçons à la mode, tu sais, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui marchent, pas. J'ai compris. Les vélos, ça se vend plus, Flo. Les vélos électriques, ça se vend beaucoup, mais... C'est Thomas, donc je voulais aussi rebondir sur le dévoilement qu'a fait ici en comité restreint
et choisi Camille. Donc effectivement, en parler, c'est délicat, ça dépend des circonstances, du contexte. J'en ai parlé la première fois à ma famille, à mes proches, et ça a été plutôt accepté d'une façon dubitative et avec parfois de la peur. Donc ça a entraîné des placements sous protection juridique, des contraintes au niveau de mon quotidien. Maintenant, ça fait plus de 25 ans que dure cet état, et je suis à peu près stabilisé, en voie de rétablissement parce qu'il n'y a pas de guérison. J'arrive à vivre au-delà, et je vais reprendre le slogan de mon ami Hassan, c'est « Do not panic, I'm schizophrénique ». Donc, si ça peut faire un tri, ça peut faire un tri parmi des gens qui sont pas vraiment bienveillants. Par contre, si on se dévoile dans un milieu professionnel, et je viens d'en faire l'expérience il y a peu de temps, c'est qu'on peut être considéré comme un cliché, un stéréotype du violent. Alors, on peut dire violent pour soi ou violent pour les autres, mais ça peut poser quelques problèmes au niveau de l'emploi. C'était ma dernière expérience il y a à peu près 8-10 jours. Alors, je vais rebondir sur cette histoire de cliché, d'insertion professionnelle et d'insertion sociale. Et je pense, je répète, que ce mot schizophrénie est peut-être dépassé, il a fait son temps, et que d'autant plus que ce genre d'expérience n'est pas c'est pas simplement des personnes avec cette étiquette-là qui la vivent. Qu'il ce soit des gens qui sont en psychiatrie ou pas, qui arrivent à vivre avec ou pas de façon naturelle, et qui ont eu des souffrances avec ou pas ces phénomènes, que ce soit des phénomènes positifs de la schizophrénie ou négatifs de ce qu'on appelle la schizophrénie. Donc, je pense sincèrement que rien que de réfléchir au terme, ne plus parler de schizophrénie, mais juste un mot déjà beaucoup plus simple, hein, qui décrit qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, à tout un chacun. Comme je répète, moi, quand on m'a diagnostiqué schizophrène, j'en avais rien à foutre, parce qu'en fait, c'est un mot que j'avais très peu entendu dans ma vie, et je savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Ni de préjugés, ni de ce que ça voulait dire. En fait, on ne me l'a pas expliqué, en fait, à 16 ans, en pédopsie. Et pareil pour les troubles bipolaires, d'ailleurs. Et pourquoi pas, justement, si c'est ça qui fait fantasmer les choses et qui est le dénominateur commun de ce qui pose problème, c'est ces expériences non partagées, cette entente de voix, cette perception de phénomène. Ça fait déjà un tout, et il n'y a plus eux et nous, puisque c'est un phénomène qui est plus ou moins bien vécu, qui est plus ou moins rattaché à une souffrance, à une maladie, à un soin qu'on peut se faire. Moi, je ne crois pas que la guérison n'existe pas. Je ne crois pas que le rétablissement... j'ai lu un peu le livre de Marie Koenig sur le rétablissement dans la schizophrénie qui était lié à sa thèse. Et le rétablissement, c'est quelque chose de très, très personnel, d'un ressenti de soi à soi, comment on arrive à se satisfaire, avoir une vie satisfaisante, certes, mais c'est quoi une vie satisfaisante? Comment on s'estime aller vers cette vie-là? Et et la stabilisation, c'est quelque chose qui peut être à peu près confortable, certes, mais est-ce que la vraie vie ne commence pas au-delà de la zone de confort? Est-ce que se faire violence de temps en temps, ça n'amène pas au dépassement de soi et aller vers un épanouissement de son être profond? Si je peux te répondre, Camille, oui, effectivement, je te rejoins là où le terme de guérison pourrait vraisemblablement faire décompenser certains psychiatres. Quand on parle de guérison, ils préfèrent parler de rétablissement, mais
pour moi, si je peux dire, j'ai expérimenté l'arrêt de traitement depuis déjà 3 ans. Je vis plutôt une vie assez satisfaisante, je suis plutôt content de moi. Et je pense vraiment que plus on maintient un état d'esprit positif et un état d'esprit, voilà, faire fi de la stigmatisation qu'on peut appeler de la pensée collective. Après, je suis pas là pour vendre l'arrêt de traitement, hein. Je parle de mon cas personnel qui a réussi à maintenir un certain équilibre. Je dis tout simplement qu'on a le droit de rêver et ça fait partie de mon rêve de vouloir vivre entre guillemets dans la normalité s'il en existe une. Je sais pas, en tout cas tout le monde est différent, donc on a le droit d'être différent et ça, voilà. Ouais, et je pense qu'à travers la question posée, c'était aussi de s'interroger sur la réaction sociale, sociétale. Et tu dis on a le droit d'être différent, et je dirais même on doit avoir une société qui permet d'avoir des êtres très différents, en tout cas qu'on ménage la possibilité d'être différent. Et c'est vrai que ça évolue très vite. Tu disais 1910, enfin voilà, sur les 150 dernières années, les questions de santé mentale permettent aussi des évolutions très favorables, et je pense qu'on vit une période très charnière par rapport à ça. Mais il faut pas non plus se surresponsabiliser en tant qu'individu. Enfin, j'entends ce que tu dis sur le dépassement de soi, et en même temps, je me dis qu'il y a une dimension sociale et politique majeure sur le fait que c'est extrêmement situé d'un point de vue temporel, d'un point de vue spatial, et que faut pas oublier la responsabilité voilà, sociale, et comment en fait on peut très facilement agir pour permettre peut-être ce qu'on appelle crise, de pouvoir se passer dans des meilleures conditions, de pouvoir accueillir des singularités, des manières d'être au monde, et que toute réaction violente, stigmatisante, discriminante, effectivement vient redoubler le problème ou le favoriser. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est à penser aujourd'hui. Et donc la grosse question, c'est comment on fait évoluer les choses pour rendre un espace public accessible à différentes formes de singularité. Moi, j'aimerais bien vous dire ce que ça m'a fait d'entendre en fait des moments de divulgation pour le coup. Moi, j'ai appris la psychiatrie, j'ai commencé mon internat en 2012, donc ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai l'impression, alors même si ça existait outre-Atlantique, notamment au Québec, ça revenait beaucoup, mais en France, on parlait très très peu de père aidance. En tout cas, moi j'ai appris théoriquement la psychiatrie, dans les manuels, dans les cours, on m'a enseigné le savoir théorique. Et j'ai découvert la réhabilitation psychosociale en 2015, au moment où il y avait la création du centre de réhabilitation à Saint-Étienne. Et j'ai appris de la théorie sur la réhabilitation psychosociale, et je crois qu'un moment vraiment déterminant, et c'est marrant parce que c'est... Flo, tu en parlais tout à l'heure, moi c'est la première fois, je pense, dans ton témoignage, où j'entendais quelqu'un qui assumait sur une estrade la question de la maladie psychotique, et en même temps qui disait qu'il était autre chose que ça, et il parlait de ses compétences de chercheur, et j'avais été, je pense, estomaqué à ce moment-là. C'était comme un... Voilà, t'avais beau le lire, là, le voir quelqu'un en vrai qui pouvait en témoigner, qui a assumé la chose. Voilà. Un autre moment aussi, j'avais fait un DU qui s'appelait Santé mentale dans la communauté, qui était géré par le centre collaborateur de l'OMS et le Psychom, qui travaille sur la santé mentale depuis très longtemps. Et j'étais en formation avec des gens concernés aussi, qui étaient étudiants comme moi. Donc, en fait, je me suis aperçu très progressivement de toute la façon dont moi aussi je stigmatisais les personnes que j'étais censé soigner. Et c'est très troublant, en fait, de faire ce cheminement-là. Et puis, peut-être le dernier cheminement, là, sur mon parcours qui me vient, c'est des échanges qu'on avait eus. On avait monté un travail autour de le trialogue, ça s'appelle. On avait monté un comité de pilotage avec des personnes concernées, des aidants et des professionnels. Donc, évidemment, j'y vais avec ma casquette de professionnel, mais c'est en participant à ces échanges-là que je me suis vraiment rendu compte d'un statut d'aidant, déjà, parce que j'ai dans ma famille... voilà, ça peut être ma compagne,
ou des cousins qui sont concernés. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai un rôle d'aidant. Et c'était être en contact avec les aidants, finalement, qui m'a fait me rendre compte de ce rôle d'aidant. Et puis, j'étais aussi moi-même concerné, voilà, par des problèmes plutôt liés à des questions de traumatisme ou d'accidents, voilà, que j'avais vécu plus jeune et qui m'avaient profondément marqué. Donc, voilà, mais il a fallu ces moments-là pour se rendre compte que je n'étais pas que d'un côté du bureau, potentiellement, et pourtant, c'est tout ce que mes études avaient un peu conduit à transcrire, quoi, au niveau théorique. Donc voilà, la force du témoignage, c'est, je pense qu'il n'y a rien de plus impactant, je trouve, aujourd'hui, même pour les jeunes professionnels, que d'entendre des personnes témoigner. D'où mon intérêt de participer avec tout ce monde aujourd'hui. Je pense qu'on fait vraiment œuvre d'apprentissage pour les suivants. Là où je te rejoins, Romain, c'est que moi, je travaille à l'hôpital depuis que je suis en âge de travailler. J'ai commencé en tant qu'ASA, j'ai fait brancardier, j'ai fait faisant fonction aide-soignant, j'ai fait la première année de médecine que j'ai ratée, enfin, tout un parcours en finissant par l'école d'infirmier que j'ai pas pu terminer. Et toutes ces années-là, la maladie faisait vraiment partie de ma vie, où je résumais ma vie qu'à ça, où je n'imaginais pas être autre chose que en difficulté, complètement en décalage par rapport aux autres, etc., tendance à s'isoler, etc. Et puis en plus de par les études qui dans le soin, en tout cas à l'époque, ça remonte un peu, c'était il y a 5-6 ans, où on nous apprend en tant que soignant à avoir la posture professionnelle. On ne parle pas de soi quand on parle avec un patient, on ne dévoile pas de soi-même quand on parle avec quelqu'un, on transmet le savoir. Le mot éducation thérapeutique aussi, par exemple, qui, moi, me hérisse le poil, par exemple. Mais tout ça pour dire qu'en fait, une fois que j'ai découvert le métier de père aidant, parce que grâce à un concours de circonstances, j'ai été parachuté dans cette profession, et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui connectait le mieux quand je rencontrais des personnes, c'était pas forcément parler de ses troubles, mais parler de ce que les gens aiment faire, les rêves, les valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est en questionnement existentiel, par exemple avec un fond dépressif où on se dit qu'on sert à rien, qu'on perd le sens, les burn-out, les décompensations psychotiques, tout ça. En fait, à la crise, on a l'impression que c'est toute la place. Et je trouve que le rétablissement, c'est apprendre à faire de la place un peu à autre chose et à ne plus ranger dans des cases, comme pouvait dire Camille, ou avec des mots de diagnostic, parce que par exemple, moi, j'ai eu 4-5 diagnostics différents au cours de ma vie. Ils étaient tous valables à un moment de ma vie, mais il y a eu d'autres moments où c'était autre chose. Et pour revenir sur cette histoire de la façon de se présenter, et, les personnes à qui on se présente, je me demandais quelle est la différence entre se dire, par exemple, je suis schizophrène ou j'ai un passé, voilà, de décompensation, et de se présenter, parce que ça arrive aussi dans cette capacité qu'on a à avoir différents canaux de relation avec les autres humains et les choses. Par exemple, se dire extra-lucide, ou se dire en phase avec les énergies. Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça a le même impact? Est-ce que c'est pas un mot médical? Et qu'est-ce que ça change de pas utiliser ce mot médical et de parler d'autres niveaux de relations? Je pense à Camille quand je dis ça. Voilà, des façons d'être au monde qui sont plurielles et qu'on peut présenter. Peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que ça a comment dire, ça prend place différemment dans la relation qu'on a de communication avec les gens. Moi, j'ai un neveu qui est extra-lucide, par exemple. Mais alors, ça se dit pas tout le temps, mais voilà, il y a des fois où on le dit. Ben, ça se dit pas tout le temps non plus qu'on est atteint de schizophrénie ou encore qu'on est schizophrène. J'essaie de rebondir sur les deux derniers échanges, parce que ce que tu t'as dit, ça m'a fait écho dans le sens parce que je réfléchis quand même souvent à cette question depuis un certain nombre de temps. Pourquoi certaines personnes ont plus de force à rebondir que d'autres.
pourquoi il y a certaines personnes qui s'écroulent sur des choses qui paraissent anodines à d'autres. Parce qu'on vient chacun d'un environnement, on a chacun des mémoires aussi, au-delà de sa propre vie, ses parents, ses grands-parents, d'où on vient. Et moi, personnellement, la force que je puise, et je pense comment j'ai réagi très jeune à cette expérience de rentrer assez jeune en psychiatrie, et que ça m'a posé finalement, certes, ça m'a entravé dans mon évolution. Je dirais pas que ça n'a pas été impactant, loin de là. Mais l'histoire familiale aussi, je pense, m'a beaucoup aidée en même temps qu'elle m'a entravée. Mais il y a des choses, par exemple, j'ai des ancêtres et on a cultivé cette mémoire. J'ai 2 femmes qui ont été brûlées dans ma famille il y a un certain nombre de siècles. Et ça, c'est quelque chose dont on rappelle à la mémoire souvent. Alors pourquoi elles ont été brûlées, on ne sait pas. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire, de ce qu'on m'a transmis. Et c'était une fierté. On appelait ça les sorcières de la famille. Et que toutes les filles de la famille sont un peu sorcières. J'ai un grand-père, celui qui est décédé quand j'avais 4 ans, et ça a aussi beaucoup impacté mon histoire, qui était médecin. Ma grand-mère a fait des études de médecine, même si elle n'a pas été médecin. Elle est assez loin dans les études, et puis elle suit son mari, chose qui arrive à l'époque, il y a 50 ans. Donc j'ai eu une culture médicale, pas par mon grand-père qui est mort, j'avais 4 ans, donc c'est pas lui qui m'a transmis ça, il était ORL, puis médecin du travail parce qu'il était aussi malade. Il a eu la double casquette, ORL, puis comme il avait des AVC, il a eu des problèmes, hein. Assez jeune, il a dû se reconvertir en médecin du travail. Finalement, il est décédé à 54 ans, ou 56 ans, enfin assez jeune. Voilà. Donc rien que ça, parmi d'autres choses qui font ma culture familiale, ça montre effectivement, comme dit Romain, qu'on est multiple, qu'on a des valeurs et qu'on a une culture qui est plus complexe qu'une simple étiquette. Ma vie en soi, elle a été marquée effectivement par des chocs assez jeunes, la mort, ce que je disais en me présentant ce matin aussi, un éveil forcé à une certaine sensualité et contrainte, pareil enfant. Et tout ça, forcément, ça fait exploser des choses où on découvre, on ouvre une boîte de Pandore un peu trop jeune, peut-être. On n'est pas prêt à recevoir tout ça. Et donc, ça se mélange et ça fait des choses qui sont un peu inaccessibles pour soi et pour d'autres parce qu'on n'a pas toutes les clés quand on est enfant et qu'on a des expériences aussi fortes et qui sont des chocs et qui ne sont pas consentis. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu disais sur Florian aussi, sur les énergies et sur ton histoire personnelle par rapport aux personnes brûlées. Moi, quand la maladie s'est déclenchée, en fait, ni moi ni mes parents ne savaient ce qui se passait, vu que dans le folklore marocain, dans le folklore aussi arabisé, hein, je veux dire, et on a toujours un doute si on nous a jeté un sort, s'il y a magie noire ici. Donc pendant 8-9 ans, d'errance de diagnostic où je ne savais pas ce contre quoi je devais me battre, il n'y avait pas encore de diagnostic. Je crois que j'ai dû faire tous les marabouts de Maroc et de Navarre. Et donc, ah oui, Al-Anda et la lampe magique, oui, ça me parle effectivement. Et c'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une émission à l'époque, ça s'appelait Bienvenue dans la 4e dimension. À un moment donné, quand on parle de l'altération des sens, enfin du sens du commun dans la schizophrénie, c'est ça, hein, c'est bien ça, le sujet de la recherche. En fait, moi, suite à un traumatisme, j'ai glissé, mais presque, je pense, intentionnellement, parce que je voulais plus de ce monde, en fait.
je me suis construit, en fait, je suis rentré dans un scénario que j'ai construit de toutes pièces et où j'étais seul maître à bord. Et toute pensée contraire était un ennemi, en fait. C'est ça et c'est là où il est difficile de sortir du déni, en fait. J'avais tellement construit ce scénario vraiment bien ficelé suite à des coïncidences qui n'en sont pas, qui ont ancré mon histoire et au final, j'ai glissé dans un monde lugubre et hallucinatoire et je m'y complaisais parce que voilà, je fuyais une réalité que je n'acceptais pas. Et bon, après, c'était suite à une histoire d'amour, enfin, qui, somme toute, pourrait paraître banale, mais qui était d'une importance pour moi. Mais et d'ailleurs, je ne suis plus tombé amoureux depuis. Ça, faut pas le dire à ma femme. J'espère qu'elle n'écoute pas, qu'elle n'écoutera pas. Bref. Et donc, je disais, oui, ça c'est j'ai perdu le fil de la conversation, pas de la réalité. L'amour n'existe pas. Non. Aladdin. Oui, Aladdin. Non, donc, pour dire que quand on a, en fait, il y a un terrain propice, en fait, déjà avant que la schizophrénie se déclare, j'avais lu tout un tas de bouquins parce que voilà, j'étais un enfant qui n'était pas très social, j'arrivais très peu à me faire des amis, j'étais un peu renfermé sur moi-même. Même quand j'étais là, j'étais pas là. Et donc voilà, toute une série de bouquins que j'ai lus, Comment se faire des amis, Murphy, Le voyage astral, Le livre des morts de H.P. Lovecraft, des trucs comme ça. J'étais déjà prédestiné, peut-être avec un petit élément déclencheur de traumatisme, qui a fait que voilà, j'ai plongé dans le monde. J'ai ouvert la boîte de Pandore, comme tu disais. Et ouais, une boîte qu'il ne faut peut-être jamais ouvrir. Mais bon, après ce voyage intérieur, je suis content de l'avoir vécu, parce qu'il m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais je souhaite à personne, sincèrement. Là où je te rejoins, Hassan, moi, le début des troubles vraiment marqués, ça a été à l'adolescence, vers 14-15 ans, où il y a eu de grosses situations de vie et de trauma. Et la réalité me paraissait tellement insupportable que je me suis réfugié dans mon imaginaire, où il y a eu la découverte déjà de la dicto, on va dire ça comme ça. Et ma réalité, ça a été un moyen de me sauver à ce moment-là. Par contre, ça a eu des conséquences. C'est que j'étais plus maître de moi-même et il s'est passé des choses que je regrette encore aujourd'hui, dont je porte le poids encore aujourd'hui. Et même si des fois je peux m'auto-rassurer en me disant mais t'étais en crise, t'étais pas forcément vraiment maître de tes moyens, j'ai encore des flashs de moments ultra durs où en fait j'ai été violent ou alors j'ai été très agressif envers moi-même avec des scarifications, etc. Bref, toute la panoplie. Et j'ai tenu 3 ans comme ça. Sans traitement, sans rien. Bon, la vie a été ce qu'elle a été. Et puis il m'a fallu un électrochoc d'une personne qui m'a renvoyé tout ce que j'avais pu faire avec elle par le passé. Et en fait, je me suis dit, là, c'est le moment où en fait, il faut que tu surmontes cet épisode-là et que tu fasses face à tes traumas aussi. Et c'est à ce moment-là que ça a été l'entrée dans les soins volontaire de ma part. Là où avant, j'étais là, non, les psychiatres veulent me droguer, je perçois la réalité comme elle doit l'être, c'est les autres qui me comprennent pas, etc. Pour vous faire un schéma, mais vite fait, moi je voyais l'aura des gens d'une couleur particulière pour chacun, et je me disais que ça m'aidait à les comprendre. J'avais tendance un peu à titiller, à vouloir que la couleur elle change, ou etc. Et ça m'a marqué parce que j'ai été très manipulateur aussi, par le passé. Et j'avais plus du tout la conscience de l'autre, tellement moi ça fusait, c'était hyper important. Et aujourd'hui encore j'en garde des traces. Après, j'ai choisi, pour me sauver, d'être dans l'esprit rationnel et de faire confiance à ce que j'appelle la réalité commune. Où en fait, ma réalité individuelle, je me sentais pas forcément pas bien là-dedans, parce que je me disais que ça expliquait plein de choses, que j'étais compétent, etc. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre d'être seul, de provoquer l'abandon, de provoquer plein de difficultés comme ça. Et ça a été aussi ma thérapie de réaccepter le fait qu'en fait,
ma réalité n'est pas celle de tous les autres. Chacun a une propre vision de la réalité qui lui est propre, et du coup de l'accepter, et d'arrêter d'être dans le jugement de non, il faut que tu penses comme ça, non, c'est moi qui ai raison, etc. L'humilité de se dire, en fait, ma réalité, elle vaut autant que les autres. Et ça peut aider pendant un temps, ça peut aussi être délétère pour d'autres trucs. Le principal, c'est de vivre comme on a envie de le vivre, et que là, maintenant, c'est derrière moi, presque. Après, je suis encore en psychothérapie, donc il faut continuer à avancer, mais il n'y a plus que les soins dans ma vie, quoi. Ouais, moi, je te rejoins aussi un petit peu. Enfin, c'est vrai je trouve qu'on parle beaucoup de tous les termes de schizo, de symptômes, de délire, de machin. Et on oublie effectivement tout le reste qui nous réunit au final peut-être plus aujourd'hui que tout ça. C'est avant tout d'être des hommes ou des femmes. Et d'essayer de trouver des solutions et de chercher un peu le sens à tout ce bazar. Je crois que c'est ça qui nous réunit tous un peu. Et je pense qu'effectivement, on peut parler des vécus, on peut parler de chacun, mais moi je trouve qu'aussi des fois on se sert tous un peu d'une forme de différence, alors qu'on est tous très différents comme tout le monde en fait. Et je pense que c'est peut-être dans notre profession ou dans notre positionnement des fois ce qui est un peu bizarre ou pas facile à gérer pour tout un chacun, c'est un peu ce truc de ah mais c'est extraordinaire, t'es passé par la psychiatrie ou t'as vécu ça, alors qu'en fait, comme le disait très bien Camille tout à l'heure, il y a rien d'extraordinaire à ça, c'est juste chacun, tous autant qu'on est, tout être vivant, à partir du moment où on vit, on est un peu à un moment donné, on est un peu obligé de passer par le fait d'avoir mal en fait. Ça fait partie du processus de la vie en fait. Et le but c'est pas de dire ouais c'est cool d'avoir mal. Le but c'est plutôt de dire à chaque fois qu'il nous tombe un truc sur la gueule, qu'est-ce qui nous en tire. Enfin moi je le vis comme ça. Et du coup pour revenir aux premières questions de tout à l'heure, on parle beaucoup on parlait de passé schizophrénique ou de choses comme ça. Moi c'est des termes qui perso me parlent pas du tout. Parce que j'ai pas de passé schizophrénique, c'est mon passé en fait, c'est tout. C'est mon passé, ça fait partie de moi. Ce que j'ai vécu en psychiatrie, ça fait autant partie de mon passé que quand je m'éclatais avec une luge quand j'étais gosse dans la neige, quoi. Au final, c'est mon passé en fait. Et on parle souvent du passé, et je trouve qu'on oublie. Je pense que c'est ce qui est dangereux. Là, je pèse mes mots. Dangereux, c'est peut-être un peu fort, mais justement, on n'a pas oublié en fait que moi, j'oublie pas qu'en fait ce que j'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui en fait. Et je trouve qu'on parle beaucoup au passé en disant c'était mieux. Enfin, personnellement, dans ma chair, dans mon ressenti, c'est pas c'était mieux. C'est pas avant j'étais pire, maintenant je suis mieux. Moi, le pour moi, le rétablissement, c'est pas ça du tout. C'est plutôt que de me fighter avec la bestiole que moi j'ai dans la tête, que j'ai appelé mon colocataire turbulent, c'est plutôt apprendre à le connaître et à apprivoiser les bons et les mauvais côtés et à essayer de plus perpétrer les mêmes schémas qui m'ont amené là où ça m'a amené. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mettre l'accent sur peut-être plus ce qui nous lie, notamment je pense aux différents moyens. Moi pour ma part, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'était le dessin. Je sais qu'il y en a, c'est l'écriture, la musique, on est dans un beau studio là. La musique, c'est un truc qu'on a un peu parlé aujourd'hui, mais je trouve que la musique c'est quand même quelque chose, c'est le langage universel en fait, la musique. Et je trouve que c'est toutes ces choses là qui aujourd'hui encore dans mon travail me réunit avec les gens que j'accompagne entre guillemets, mais que eux m'accompagnent aussi. C'est la transmission de ces choses de la vie en fait. Et je trouve que c'est important dans cette étude qu'on fait aujourd'hui, quand on parle de la mémoire, peut-être justement de commencer par la mémoire, ne pas la dissocier, la mémoire psy de l'autre mémoire. Parce que pour moi, dès qu'il y a dissociation, il y a psychose en fait. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas responsable nous-mêmes d'une autre forme d'autopsychose? Voilà, c'est une question que je pose. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est la première fois que je l'entends aussi bien défini. Pour vous raconter brièvement, à 10-11 ans, je tombe d'un vélo, pas électrique, Romain. Je me casse le scaphoïde, on me met un plâtre ou je ne sais quoi, et je me dis, ok, j'ai 10-11 ans, je décide, alors c'était pas verbalisé, c'était pas métabolisé, mais je me dis inconsciemment, dans ma petite tête, une voix, entendeur de voix, je n'aurai plus de souffrances physiques, mais simplement des souffrances invisibles. J'ai 10-11 ans. Donc j'ai 56 ans, c'est 46 ans après, et j'entends Lucas qui dit, ok, est-ce qu'on choisit nos psychoses? Alors, là, il y aurait peut-être ma sœur médecin, d'autres médecins qui me disaient non, on choisit pas ces maladies. Je suis pas loin de penser que je vais lancer un pont vers Camille entre les constellations systémiques familiales, les énergies, la psychogénéalogie et d'autres thèses depuis 10 ans qui semblent émerger dans la gestion du soin énergétique. Il semblerait que la médecine occidentale s'ouvre à d'autres voies
pas forcément charlatanesques ou sectaires, mais qu'on peut alleviate, alléger la souffrance avec d'autres moyens qui sont pas forcément du Soliant comme je prends ou de l'amylsupride. On remercie Geoffroy, Léo, Lucas, Hassan, Camille, Romain, Sylvain, Florian, Nicolas, Thomas, Amaury et Zachary, et vous qui nous écoutez et qui trouverez peut-être des résonances dans votre vécu.